zikako mboke tonda nyoso leta ozawa biko bajene bazozikako pasi eleki piaka heleki misala kutuma watro bajene bazolela lela piaka pasi dala chômage piaka pasi dala leta la kaki piso. Eh bien, fidèles téléspectateurs, vous qui nous suivez de chez vous, c'est sur Internet ou je ne sais pas, sur n'importe quelle bande magnétique. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. J'aimerais quand même vous annoncer que l'actualité politique en RDC est entrée dans une zone de turbulence. Et présentement, vous savez, il y a le président Joseph Kabila vient de nommer le nouveau Premier ministre au nom de Sami Badibanga. Il y a le pour et le contre cette nomination. Eh bien, j'avais souhaité essayer quand même de poser certaines questions à celui qu'on appelle les doyens, c'est-à-dire de l'opposition même en Afrique du Sud, c'est-à-dire dans l'Afrique australe. Il se nomme, bon, j'étais tout d'abord le nom et vous allez le découvrir tout à l'heure. Eh bien, je vous présente celui qui est à ma gauche, que vous allez vous-même, il y en a certains qui connaissent déjà bien le nom parce qu'il est bien connu en Afrique australe et particulièrement en RDC aussi, et que ce soit même à l'étranger, c'est-à-dire en Europe, en Amérique. Eh bien, à ma gauche, je vais saluer, bonjour M. Kilele. Bonjour Pius, bonjour aux téléspectateurs. Et comment vous allez? Je suis en vie. Ok, bien. Je vais bien. Eh bien, merci. Comme je l'avais annoncé, la RDC est entrée dans une zone de forte turbulence parce que nous sommes en train de voir, il y a des politiciens qui sont sur place à Kinshasa. Il y a certains qui sont mécontents de la nouvelle nomination de M. Sami Badibanga. À votre connaissance, qui est Sami Badibanga? Bon, nous devons d'abord préciser que le Congo, depuis l'arrivée des Rwandais, des Ougandais, des Burundais et de tous les autres occupants, a toujours été plongé dans une zone de turbulence. Okay. Donc, ça ne date pas d'aujourd'hui. Bon, à la question de savoir qui est Sami Badibanga, moi personnellement, je ne le connais pas très bien, sauf que dans l'actualité, nous savons qu'il était dans ce qu'on appelle l'opposition. Je sais que c'est quelqu'un qui n'est pas tellement très bouillant, ce n'est pas un tribun, ce n'est pas quelqu'un qui a une opposition radicale pour emprunter le nom de M. Etienne Tshisekedi. Bon, il a été là, dans ce qu'on appelle l'opposition, c'est tout ce que je sais, mais il n'a pas été bouillant comme les autres. Raison pour laquelle peut-être on peut dire, on peut suppiter qu'il a été préparé depuis longtemps. Parce que tous ceux-là qui sont contre le Congo ont toujours cette méthode-là d'aller chercher quelqu'un qui n'est pas tellement connu par la population et puis on le parachute comme ça, du coup il devient Premier ministre ou devient quelqu'un d'autre dans l'opposition. Prenez l'exemple par exemple de Hippolyte Kajambere Kanambe qu'on appelle Joseph Kabila, c'est un parachuté, on ne connaît pas où est-ce qu'il était avant. On a eu Matata Pogno, bon, il n'y a que ceux-là qui étaient avec lui à l'université qui le connaissent, mais dans le milieu politique ou économique, personne ne l'a connu. Du coup, on a vu Matata Pogno, je ne sais pas, c'est ça qu'on prononce son nom. Bon, nous les Bassois, nous l'appelons Matako Yapagna, je ne sais pas. Okay. Alors, du coup, parachuté Premier ministre. Ça ne peut pas nous étonner aujourd'hui si l'autre devient Premier ministre. Mobutu était aussi comme ça. Il a participé à la conférence de Bruxelles, tout près de Lumumba, alors qu'il avait déjà reçu des consignes. Toi, tu dois te taire, tu dois être calme, c'est toi qui seras le prochain président, etc. Mais pensez-vous que c'était une nomination bien planifiée? Parce que beaucoup de gens attendaient à ce qu'on puisse nommer Vital Kamerhe. Ben, il n'y a rien qui se fait au hasard. C'était planifié depuis longtemps. Il n'y a rien qui se fait au hasard. Mais il n'y avait même pas de rumeur. C'est ça la stratégie des politiciens, des politiques ailleurs. Kamerhe, il n'y a pas de preuve qu'il avait reçu la garantie qu'il serait le Premier ministre. Il a un rôle qu'il joue. Et je suis sûr... Quel est ce rôle-là? Son rôle, ben, c'est de saper ce que nous appelons l'opposition. C'est de faire endormir les gens. Son rôle, c'est d'espionner
et d'affaiblir l'opposition. Il vient auprès de vous, il vous charme, il a un rôle précis. Okay. C'est ce rôle-là de distracteur, c'est ce qu'on appelle en anglais un political entertainer. C'est comme un musicien ou un comédien. Okay. Il vient vous endormir, il vient vous faire du charme et il reçoit son argent comme ça. C'est ça son rôle. Donc je ne pense pas que Kamer, malgré des dessins humoristiques que nous voyons ces derniers temps, je ne pense pas que Kamer se sente déçu. Parce qu'il a des consignes, il a un rôle qu'il joue. Mais c'est comme si son entourage est quelque part déçu. Il y a des rumeurs qui disent que d'ici là, il va aller rencontrer Tshisekedi, le président du comité des sages du rassemblement. Tshisekedi, Kamer, c'est la même personne. Quelle sagesse a Tshisekedi? Tshisekedi n'a aucune sagesse. Tshisekedi et Kamer jouent le même rôle. Ce sont tous des distracteurs de la population congolaise. Et depuis longtemps, Tshisekedi a fait ça. Et celui qui veut ou qui l'a supplanté, c'est Kamer. Tu vois, il n'y a aucune sagesse qui se dégage de la personnalité d'Étienne Tshisekedi. Il n'y en a pas, parce que s'il tenait un langage patriotique, un langage nationaliste, les Rwandais, les Ougandais, les autres n'allaient pas blaguer avec nous comme ils ont blagué avec nous, lui étant celui que vous appelez leader maximum. Est-ce que la SENCO peut faire quelque chose en ce qui concerne la situation actuelle qui peut voir Kinshasa? Elle ne peut rien faire. Comment? Vous savez, les Polonais ont été les plus chanceux du monde. Quand Lech Walesa avait commencé son mouvement de Solidarność, en ce moment-là, avec feu pape Jean-Paul II, qui s'appelait Karol Wojtyla, l'Église était derrière les Polonais. C'était peut-être parce que la Pologne, étant soutenue par le capitalisme, voulait se débarrasser de l'emprise du communisme, écarter la Russie et happer la Pologne pour qu'il passe dans les camps de l'OTAN. Je pense que c'est pour cela que l'Église catholique avait soutenu les Polonais. Donc, mais en général... C'est la distraction totale, la SENCO. Ils ne peuvent rien faire. Ce sont des complices. Ce sont des complices du mal. Le Vatican a une armée. Le pape est gardé par une garde prétorienne. Le Vatican soutient des armées. Pourquoi le Vatican ne peut pas soutenir les Congolais? Former une armée. Si le Vatican aime le Congo. Parce que, d'après les statistiques faussées, on nous dit que le Congo contient 85% de la population chrétienne. Et puis les autres, il y a, je ne sais pas, 2% des musulmans et des syncrétiques, etc. Si les Congolais sont des chrétiens, pourquoi le Vatican nous laisse dominer? Pourquoi le Vatican ne nous donne pas l'argent pour nous libérer? Donc, SENCO, ou je ne sais pas comment ils s'appellent, ils ne sont pas différents de Tshisekedi. Ils ne sont pas différents de Kamerhe. Vous voyez? Il y a eu des pays où les églises se sont mis debout. En Bolivie, en Haïti à l'époque. Les églises se sont mis debout. Et non pas nous embrigader et nous abrutir dans les églises et dans les stades avec des prières inutiles à longueur de journée, pendant que nous avons besoin des armes pour nous libérer. Ceux qui nous occupent n'ont pas amené les prières chez nous. Vous voyez ça? Ils n'ont pas amené les organisations religieuses chez nous pour nous occuper. Les Rwandais, les Ougandais, les Burundais n'ont pas amené des prières, des groupes de prières que nous prions et ils ont amené des armes. Et ce sont les églises qui étaient derrière eux. Parce que nous savons, à Bukavu, ce sont les églises qui gardaient les armes, qui étaient des dépôts de munitions, qui passaient dans des camions et qu'on gardait dans les églises où il y avait des Rwandais comme prêtres et comme sœurs des églises. Nous connaissons ça. Donc les églises ont aidé nos ennemis à venir nous occuper. Et pourquoi le Vatican et les autres organisations d'église religieuses ne peuvent pas
faire la même chose au Congo, mais nous deviendrons tous des croyants. Tout cet argent qu'ils ramassent quotidiennement dans les églises, les mabonzas, tout ça, ils font quoi avec cet argent? Mais qu'on achète des armes comme ça, tout le pays va devenir un pays chrétien. Ils font quoi avec cet argent? Eh bien, M. Kilele, parlons un peu de Kabila Forever, où l'alternance politique est possible en RDC. L'alternance politique est possible dès que nous prenons des armes. Et c'est l'idéal de celui qui vous parle et de quelques nationalistes et patriotes perdus quelque part. C'est l'idéal, c'est l'objectif que nous poursuivons. Il n'y a pas une autre route ou une voie obligée. Nous ne pouvons pas parler de la démocratie sous l'occupation. Nous ne pouvons pas parler des nominations de Premier ministre, de publication de gouvernement sous l'occupation. Nous ne pouvons pas parler de la justice sous l'occupation. La priorité, c'est la prise d'armes. Ce n'est pas un péché, ce n'est pas de la haine, ce n'est pas de la xénophobie, ce n'est pas de l'antipatrie, c'est la voie obligée pour la libération de chaque peuple au monde. L'Amérique, qui est la toute grande puissance au monde, a été sous la couronne britannique. Mais l'Amérique a fait la guerre aux troupes britanniques pour se libérer. L'Amérique a un jour ou une journée d'indépendance, mais c'est la grande puissance. La Belgique qui nous occupe aujourd'hui et qui nous a occupés depuis tout ce temps, parce que la Belgique est derrière les Rwandais. La Belgique a été colonisée par la Hollande, ce qu'on appelle le Netherlands. Vous voyez ça? Mais elle s'est libérée. La France, n'en parlons pas, sous l'occupation allemande. Mais ce n'est pas par des négociations, ce n'est pas par la démocratie, ce n'est pas par des nominations. Et vous connaissez après qu'il y ait eu des traîtres tels que le maréchal Pétain en France. Mais il y a eu des punitions, il y a les Français qui se sont mis à tuer les collaborateurs. Nous allons arriver à ce point. Dès que nous prenons le pouvoir, parce que nous allons prendre ce pouvoir, de gré ou de force. Mais il n'y aura pas de gré. Parce que quand je parle de gré, ça signifie par accord, par des papiers. Nous allons prendre ce pouvoir, libérer notre pays par la force. En parlant de la nomination, ne pensez-vous pas qu'avec la nomination de M. Sami comme Premier ministre de la RDC, n'est-il pas un art de retarder les élections? Oui, c'est une façon de retarder les élections. Et même, d'après leur tableau, leur horaire, dans 2 ans, dans 2018, mais il n'y a rien d'objectif qui pointe à l'horizon qu'en 2018, il y aura des élections. Ils vont toujours changer de date et repousser les dates parce qu'ils veulent manger. Ils ont un objectif, un agenda. Donc nous tendons vers Kabila Forever en RDC. Sans doute, il est encore jeune et il est bien soutenu. Eh bien, nous n'avons pas besoin de notre compatriote, vous l'appelez qui? Sami Badibanga. Yeah. Bon, je ne le connais pas. On n'a pas besoin de sa nomination. Qu'on le présente comme ayant obtenu de grands diplômes, ayant été dans de grandes écoles sociales, ce n'est pas ça qui libère les pays. Ce n'est pas le diplôme. Bon, je suis un éducateur, un enseignant, je ne néglige pas l'éducation. L'éducation, c'est la priorité des priorités. Pour moi, la défense, priorité numéro 1, l'enseignement, priorité numéro 2, et les autres suivent. Je ne néglige pas ça. Mais je dis, ce n'est pas ce qu'on nous présente à la télévision. C'est un technocrate. Il a étudié, je ne sais pas, en Belgique, en Suisse. Ce n'est pas ça qui libère les pays. Ce qui libère les pays, c'est le nationalisme, c'est le patriotisme. Ce n'est pas le diplôme, ce n'est pas ça. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Donc, on n'a pas besoin de sa nomination. Et le fait qu'il accepte la nomination, c'est déjà un traître. Et le Congo n'a pas besoin de lui.
c'est un déchet de la politique. Il ne mérite pas d'être là. C'est moi qui dois être là où il est, sous un gouvernement patriotique, un gouvernement nationaliste. Nous avons besoin des hommes forts. Parce que je suis contre ce qu'Obama avait dit un jour à l'université, je ne sais pas, du Sénégal, où il avait dit le Congo, enfin, le monde de l'Afrique n'a pas besoin des hommes forts, elle a besoin des constitutions. Mais ça, c'est une aberration politique pour le président d'une si grande puissance. L'Afrique, tout pays a besoin d'un homme ou d'un dirigeant fort, d'abord. Parce que c'est l'homme qui fait la constitution. Tu vois ça? C'est l'homme qui fait les institutions. Et c'est cet homme qui doit tout faire afin que ces institutions soient respectées. Quand on a un faiblard, comme votre président rafistoleur de chaussures, Hippolyte Kajamber Kanambe, c'est un faiblard. Quand on a un faiblard tel que Tshisekedi, les institutions ne peuvent pas être respectées. On peut tout dire, hein? Mobutu était dictateur, ceci et cela, mais nous regrettons Mobutu aujourd'hui, parce qu'il était fort. Vous voyez ça? C'est parce qu'il était fort. Et les Américains qui sont habitués à la faiblesse, à la mollesse, sont en train d'insulter mon ami Donald Trump, parce qu'ils ont peur d'un changement d'un homme fort. Vous voyez ça? Alors, la nomination de Badibanga, ce n'est pas un événement. C'est ce que je peux appeler une fuite en avant. Ça ne résout pas les problèmes. Les problèmes restent intacts. Le problème est que nous sommes occupés. Ne nous voilons pas la face. Nous avons une plaie quelque part dans notre corps, peut-être dans la jambe. Il y a des puces qui sortent, il y a du sang qui sort. Et nous disons que non, nous n'avons pas la plaie se trouve dans le corps de quelqu'un d'autre. Mais c'est nous qui sommes blessés, qui avons la plaie. Oui, M. Kile, avant d'arriver à la fin de notre interview, juste avant une dernière question, Kinshasa avait imposé le silence radio. Qu'en pensez-vous ou que dites-vous? Pourquoi cela? Parce que, à votre information, il y a, je crois aujourd'hui, le ministère de la Communication et Médias a brouillé encore, a donné de l'ordre pour brouiller des signaux de RFI et puis de la RTBF, donc la radio-télévision de la Belgique. Que pensez-vous de cette imposition de silence radio à Kinshasa? Écoutez, qu'il y ait l'interruption de toutes ces stations ou pas, ça ne me regarde pas moi. Les Occidentaux, les gouvernements occidentaux, excuse-moi, ce ne sont pas tous les Occidentaux, que leur radio, leur station de radio, que les signaux de leur station de radio soient off ou pas, ça ne me regarde pas. Ce n'est pas ça qui libère le Congo. Ce n'est pas ça qui libère le Congo. Ce qui libère le Congo, c'est notre propre conscience à nous. Les jours où nous saurons que nous sommes des Congolais, et que le Congo nous appartient, et qu'il n'y a que le Congo comme étant notre patrimoine, c'est le jour où nous allons nous libérer. Ceux-là qui rejoignent ces gouvernements successifs n'ont pas encore compris qu'ils sont des Congolais. Lumumba avait compris qu'il était Congolais. Et d'autres martyrs qui sont morts comme lui, les Koudia Koubanza et les autres. Ces gens-là ont compris qu'ils étaient des Congolais. Le reste qui entre dans ce soi-disant gouvernement fantoche n'ont pas encore compris qu'ils sont Congolais. Donc, nous luttons pour que tout le monde comprenne que nous sommes Congolais. Comme les Arabes, comme les musulmans ont compris qu'ils sont musulmans, qu'ils sont Arabes, ils doivent défendre leur pays. En 30 secondes, votre dernier message pour les Congolais? Mes très chers compatriotes, nous n'avons que le Congo comme pays. Nous pouvons être dans la diaspora. Nous pouvons bien manger, bien nous habiller, épouser des femmes d'ailleurs et des hommes d'ailleurs. Le Congo reste notre mère patrie. Nous devons prendre des armes. Que ce soit des armes modernes à feu, que ce soit les armes traditionnelles, donc
Makonga, ma flèche, tout ça, machette. Attaquons-nous aux occupants. Les occupants, les Rwandais, les Burundais, les Ougandais, qui sont au pays. Ne tuez pas des innocents qui ne sont pas là-bas. Tuons les Rwandais, les Burundais et les Ougandais. Attaquons-nous aux forces de MONUSCO. Attaquons-nous aux Congolais qui entrent dans le gouvernement. Il n'y a pas d'excuse. Ce n'est qu'après ça que nous parlerons un langage commun. Mais en attendant, soulevons-nous. Brûlons leurs maisons. Kidnappons leurs enfants ou leurs femmes. Torchonnons leurs maisons. N'ayez peur de rien. Le Congo vaincra et survivra. Prenez courage. Eh bien, merci. Vous qui nous suivez de chez vous sur Internet, le numéro va continuer pour la semaine prochaine. Eh bien, merci. Au revoir. L'État, la kaki piso, tout royo, machezawo, pas jeune boulot yo, donc on s'en bat.